Je vous remercie d'être là. Je vais on va essayer de regarder un petit peu comment, effectivement, à travers la donnée, on arrive à se positionner dans un environnement très concurrentiel. Donc, moi, c'est Abdelkrim, je me suis présenté. Alors, je vais vous présenter rapidement Octopic, parce que c'est la moindre des choses. Alors, Octopic est essentiellement présent en France. On a aussi des projets en Suisse et au Moyen-Orient, notamment à travers une structure au Liban. On intervient quand même chez pas mal de grands comptes. Plus de 50% des entreprises du CAC 40 sont nos clients. Beaucoup de cas d'usage, on va le voir. Voilà un peu qui on est. Octopic, c'est à peu près 50 personnes, beaucoup de docteurs aussi, donc très spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle et du big data. Et l'objectif d'Octopic, c'est de se rapprocher des cas d'usage métiers pour pouvoir apporter de la performance et améliorer la productivité des entreprises. Donc, qui sommes-nous? En fait, on propose tout d'abord une plateforme dans notre projet. La première, c'est que c'est de la smart data. En fait, quand on veut faire de l'intelligence artificielle, il faut de la donnée. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas autant de données que ça. Ce ne sont pas tous des GAFA. À part les opérateurs telco, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont énormément de données, notamment de la donnée client. Si vous avez un contrat d'assurance, l'assureur, il a votre nom, votre prénom, il a l'information que vous avez voulu lui donner, mais il n'a pas plus. Donc, pour pouvoir faire du big data et de l'IA, il faut de la donnée. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une smart data, une data fabrique dans laquelle on va pouvoir récupérer un maximum de données. C'est basé sur du crawling web, de la donnée open data, et on verra comment tout à l'heure. À côté de ça, il faut aussi une plateforme pour ceux qui ne savent pas trop comment démarrer, qui leur permettent d'aller vers une stratégie big data et data driven. Et enfin, des algorithmes. Des algorithmes qui vont répondre à des problématiques, des outils qui vont vous aider à répondre à des problématiques. Il faut savoir que dans l'intelligence artificielle, il y a autant de cas d'usage que de modèles. D'accord? Donc, il n'y a pas de limite. Donc, dans la plateforme Octopic, notamment celle qui est orientée data science et IA, on ne trouvera pas tous les modèles. Donc, nous, on répond à certains modèles, la maintenance prédictive, du matching RH, de la veille de prix, ce dont on va parler aujourd'hui, l'analyse concurrentielle, la gestion du risque, bref, du call start. Call start, ça veut dire du démarrage à froid. Quand vous avez un site web et que vous cherchez à vendre un produit et que vous n'avez pas d'informations sur vos clients, vers où vous le dirigez, donc ça c'est du démarrage à froid. De la détection de churn, taux d'attrition en français. Donc si vous avez des clients et que vous avez de la récurrence et qui vont partir, faut pouvoir l'anticiper parce que ça coûte à peu près 7 fois plus cher de fidéliser un client que de le capter. Donc, quelques modèles qu'on met à disposition de clients. OK. Alors, le sommaire, on va voir un peu le panorama de la data, du retail et les ROI, l'intelligence économique et connaissance client. C'est les sujets qui nous intéressaient. Ce qu'on sait et ce qu'on a dit, c'est que c'est un univers qui est en expansion constante, la data. 33 zettabytes, bref, source rapport IDC. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, c'est que quand on travaille sur ce type de projet, 90% des données se trouvent à l'extérieur, voire 80 à 90% d'une entreprise. Et même quand la donnée elle est dans l'entreprise, les entreprises sont souvent silotées. Donc, il y a différentes business units. Et moi, si j'ai une donnée et que j'y accède en tant qu'utilisateur, un collègue d'une autre division n'y aura pas forcément accès. Donc, il est compliqué dans une entreprise aujourd'hui, surtout pour des grands acteurs, d'aller chercher cette information-là. Donc, la donnée, elle est en forte expansion, forcément. On consomme de plus en plus de data, l'iPhone, le téléphone, la musique, MP3, des logs serveurs, de l'IoT. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui la volumétrie de données assez importante. Et là-dessus, les entreprises cherchent à en tirer de la valeur. Alors, un univers en expansion constante, de la donnée aussi, ce qu'on appelle non structurée, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a un paradigme là-dessus, c'est qu'auparavant, on savait travailler la donnée classiquement, ce qu'on appelle de la donnée structurée, une base de données classique, un nom, un prénom. Aujourd'hui, on est capable de comprendre de la donnée non structurée. Vous écoutez de la musique, vous utilisez l'application Shazam, c'est un son qui sort d'une radio et ça se transforme sur votre téléphone. Ça vous donne le nom
du groupe ou du musicien. Ça vous même dit où se trouve la musique, chez quel opérateur ou de service musical. Et puis ça vous donne aussi les informations qu'il y a tout autour de cette musique. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas faire. C'était compliqué à faire il y a plus de 10 ans. Donc on a une volumétrie de données très importante. On a une variété de données très importante aussi aujourd'hui. De la photo, par exemple, on parle de texte aussi, etc. Et puis, on a besoin aussi, dans ce type de sujet, de répondre assez rapidement. Parce que quand vous tapez une requête sur Google, si l'information, vous l'avez la veille, ça n'aurait pas le succès que ça a. D'accord ? Quand vous faites une recherche sur Internet, sur Facebook, etc., quand vous publiez quelque chose, c'est visible tout de suite. Donc, il y a aussi besoin de vitesse. Il faut s'imaginer que vous n'êtes pas les seuls à utiliser Facebook ou peu importe ce type de service. Il y a énormément de gens en même temps que vous, dans le monde entier, qui utilisent ce type de service, et il y a besoin d'avoir la réponse tout de suite. Donc il y a besoin de vitesse. Et puis, sur ces sujets-là, on a aussi besoin d'apporter de la véracité, parce que quand vous tapez le mot Thomas cité dans l'information, quand vous allez chercher un article de presse, etc., une musique, il faut qu'on vous envoie la bonne information, et ce n'est pas si évident que ça. D'accord ? Donc il y a besoin de véracité. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi de la valeur, il faut aussi transformer en business. Et ça, c'est le cinquième point qui a trait autour de l'IA et de la data. Donc, pouvoir en sortir de la valeur, créer un business derrière. Pas forcément qu'un business monétaire, ça peut être un bien pour la communauté, etc. D'accord ? Donc, on a parlé d'un univers en expansion constante. On a ici quelques métriques qui permettent de voir à quelle vitesse ça va. En 60 secondes, on a 243 000 photos téléchargées sur Facebook, Instagram, etc., du WhatsApp. Bref, ça va de partout. Et dans le monde de l'entreprise, l'entreprise aussi a ses données. Ça, c'est des données externes qu'on va retrouver un peu partout sur le web ou sur Internet. Et puis, on a aussi de la donnée dans une entreprise. On a historiquement un ERP qui va gérer nos factures, nos supply chains si on a de la supply chain. On a un CRM parce qu'on a besoin de connaître ses clients, de rentrer les informations de ses clients. On peut avoir des photos, des données métiers, etc., etc. Donc, on voit qu'aujourd'hui, cette donnée, elle est un peu partout. Et il faut pouvoir en tirer de la valeur et la capitaliser. Et puis, il y a aussi un engouement par certaines administrations publiques, puisque beaucoup d'entre elles sont dans une mouvance où elles nous ouvrent leurs données aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans l'e-commerce ? On a une problématique, c'est qu'il y a énormément de sites marchands. 182 000 actifs en 2018. Comment faire ressortir et positionner son site pour que derrière, on en fabrique du business ? Ce n'est pas évident. On a 68% de sites qui se déclarent rentables et 5% des sites marchands qui sont visibles et qui font 87% du business. Donc, là-dessus, pour pouvoir se positionner dans ces 5% des sites, soit il faut être un très très gros acteur, à la Amazon aujourd'hui qui a su se positionner, ou en France c'est Discount et autres, soit il faut être très bon dans la data. Parce que quand on commence un site web ou un site e-commerce ou qu'on essaie de se positionner, on n'a pas forcément beaucoup d'argent et on n'a pas forcément envie d'en mettre beaucoup dans les AdWords et autres. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que si on ne fait pas partie de ces 5%-là, on sera mort. Donc nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est d'aller vers une approche data-driven. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va mixer les données des clients en interne, parce que vous avez forcément produit des données. On va aller chercher des données externes, on va se servir de données open data pour répondre à des problématiques. Mais tout ça, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup de techniques derrière, il y a beaucoup de possibilités. On va faire du crawling, je ne sais pas si ça vous parle. C'est des robots, aller chercher de l'information sur les sites et puis après leur donner un peu d'intelligence. Donc ça sera du scrapping, ressortir un peu d'informations pour pouvoir la structurer. On fera du streaming, de l'envoi de données, de l'ingestion. Et puis après, on va stocker. Donc tout ça, c'est des technologies qui sont derrière. Et pourquoi elles sont intéressantes ? Parce que c'est des technologies open source en plus de ça. Donc on va devoir stocker ce type de données en fonction des cas d'usage. On ira vers tel type ou tel type de stockage. Et puis,
l'intelligence artificielle ou la data science, ça arrive après. Donc pour pouvoir créer ses propres modèles, il faut être passé par toutes ces phases. Avoir des données conséquentes, savoir les amener vers sa propre plateforme, et puis les travailler, les nettoyer, les cleaner, pour pouvoir commencer à avoir des datasets, des jeux de données assez conséquents et propres, pour pouvoir en sortir quelque chose. Et là, on sera capable de faire du deep learning, du machine learning, et puis la valeur, elle sera à travers la visualisation des KPI et autres. Donc, l'IA, est-ce qu'un facteur clé de succès? Bah oui. Dans quel sens? C'est que c'est pas là pour remplacer. Souvent, on pense que l'intelligence artificielle remplace les personnes, etc. dans leur travail. C'est pas vrai. L'axe de valeur qui est autour de l'IA, c'est la première, c'est la performance. C'est aider une organisation, une entreprise à être beaucoup plus performante dans son sujet, d'accord, à répondre par une performance beaucoup plus forte à une problématique. Et puis la deuxième, c'est apporter de la productivité, améliorer la productivité. C'est éliminer des tâches qui n'ont aucune rentabilité ou en tout cas vous font baisser votre rentabilité. Alors, c'est par exemple gagner du temps. Et c'est important de gagner du temps. Le temps, ce n'est pas que de l'argent. Hein, s'il y a une chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. Donc, être avare de son temps, c'est bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas généreux, mais voilà, on peut en faire beaucoup de choses. Et l'IA est là pour ça, pour nous aider à gagner du temps. Hein, parce qu'on est tous, en réalité, en concurrence face au temps. Hein, on grille le feu rouge, le train, il est blindé, on monte quand même dessus, du moins, on rentre quand même dedans, etc. etc. D'accord ? Donc, on en a marre de faire les courses le samedi et la queue. Donc, si on peut là aussi doubler, on double. Bref, l'IA est là pour ça, pour nous aider à gagner du temps. Et donc, le temps, c'est de la performance et de la productivité. En tout cas, ramené dans le secteur de l'entreprise. Et puis, un autre facteur clé de succès, c'est cette connaissance client. C'est de moins gâcher, d'apporter de la performance, on en a parlé. Par exemple, dans un domaine e-commerce, c'est recommander les articles qui vont bien, c'est ne pas disrupter les gens à travers des milliers d'emails. S'il y a un appel, il faut qu'il soit productif. Donc, ce n'est pas embêter non plus ses clients, etc. C'est connaître bien les centres d'intérêt de ses clients. Donc, plus on connaît ses clients, mieux c'est. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que plus on a de data, plus on est fort dans son marché. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a forcément que le plus d'argent ou autre, c'est celui qui a le plus de données domine le monde. Et notamment le monde du business, parce qu'on le voit bien avec les GAFAM, par exemple. Hein. Donc, dans nos use cases, à nous, là, ce qu'on va vous présenter, on a de la veille concurrentielle et de la veille de prix effectuée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un grand acteur de l'e-retail qui va quotidiennement faire sa veille concurrentielle. Il a beaucoup de produits et puis il veut voir qu'est-ce qui se passe chez ses concurrents parce qu'il a besoin de positionner le bon prix du produit qu'il vend. Donc là, il y a un impact quotidien sur les équipes achat et pricing. On voit bien, aller chercher tous les jours chez mes concurrents le prix de mes produits, c'est des tâches récurrentes qui n'ont pas trop de valeur en plus. Et même si vous allez embaucher quelqu'un, l'embaucher pour qu'il aille chercher tous les jours le prix du produit, c'est du taylorisme. Hein. Donc, 30 à 35 nouvelles ventes à traiter par jour, 200 produits par listing de vente, 7000 à 8000 ventes par an. Donc, un enjeu légal, parce qu'on a besoin, quand on est un acteur du retail, et notamment de tous les sites du type vente privée, etc., quand on affiche des prix, d'accord, souvent, c'est comme ça que ça marche, on affiche un prix, puis on dit le prix du produit, il coûtait tant. Donc, on a besoin de le prouver, parce qu'il y a un régulateur qui veille, donc un enjeu légal. Et puis, j'ai besoin de me positionner sur le prix par rapport à mes concurrents, parce que je sais très bien que si je serais moins cher, je vendrai plus. Et c'est aussi une des forces d'Amazon, par exemple, aujourd'hui, qui sait réagir à la minute sur ses produits. Donc, un prix de la concurrence contrôlé par échantillonnage, etc. Donc aujourd'hui, ce client-là, il dit, moi, j'ai besoin de capitaliser, de gagner en performance, en productivité, et puis ça va lui apporter encore beaucoup plus de choses. Donc là, je veux automatiser la veille de prix quotidien. Et comment ça se passe? Globalement, ça se passe presque comme chez McDonald's. C'est un petit film que je vais vous faire voir. Okay. Il passe ou pas?
Donc ici, bah, je rentre un de mes concurrents, par exemple. Je dis voilà, je voudrais récupérer les prix des produits sur tel jour ou telle date. Ok, je check. J'importe ma liste de produits que j'ai et que j'ai à vendre. Hein. Et puis, bah, je lance l'outil. Donc là-dessus, je récupère les prix de mes concurrents. Je suis capable ensuite de comparer par rapport à ce que j'avais choisi, à l'évolution de ses prix, à quel moment il a baissé, il a monté le prix, etc. Donc là, j'ai de la data vis derrière. J'arrive à me situer par rapport à mes concurrents. Hein. Et tout ça, c'est fait automatiquement. Donc c'est de l'analyse derrière de photos, c'est de l'analyse de texte pour pouvoir aussi rapprocher mon produit des produits des autres parce que je ne leur donne pas forcément les mêmes noms. Hein. Et puis, je suis capable de regarder par marque, etc., etc. Donc, et toujours tout de suite, j'arrive à visualiser le positionnement que j'ai par rapport à mes concurrents. Et ça, c'est important. Hein. Vous vendez un prix, vous vendez un produit, quel est le prix des autres? Donc, ce n'est pas si évident que ça. Et puis, en plus de ça, l'outil me donne toute une série d'indices pour me donner un prix moyen, les prix discount, qui s'est passé chez mes concurrents. Et je me retrouve aussi avec un indice de prix. Ça veut dire que l'outil va être capable, à travers tout l'historique des données qu'il a récoltées, de donner le bon prix, le prix auquel moi je devrais le vendre. D'accord? Donc voilà par exemple ici un cas d'usage sur la veille de prix. Pourquoi on parle d'IA ici? Parce que premièrement, je pars de rien. Moi j'ai de la donnée du retailer, je vais la chercher partout. Je vais faire deuxièmement, je vais aller derrière la stocker, la déposer, ce qui n'est pas évident. Il y a une volumétrie de données. Là, on peut imaginer, par exemple, si on devait récupérer toutes les informations de chez Amazon, d'accord, ça fait une volumétrie de données. Il faut derrière, en mode instantané, que je puisse comparer les produits, les images, le texte, etc. Donc là, on est dans du deep learning, hein, l'analyse. Le canapé, c'est presque le même, mais c'est pas le même. Il était rouge, moi je l'ai en blanc. Est-ce qu'il y a une variance, pas une variance? Et puis il y a du texte derrière. Il y a des codes, ce qu'on appelle des codes EAN. Il y a une description. Et là, il ne faut pas que je me trompe. Donc là-dessus, on voit que à travers ce type de nouvelles technologies que sont le crawling, le big data et l'IA, bah, j'arrive à avoir un positionnement assez intéressant par rapport aux autres. Donc, bah, quel est le gain pour ce retailer? D'une, des marges et un chiffre d'affaires optimisé. Deux, une priorisation sur ses traitements, d'accord, hein, parce que qu'est-ce que ça va lui permettre, ça? Ça va lui permettre énormément de choses. On peut imaginer, parce qu'on a l'historique, d'habitude, on ne l'avait pas. Hein. Aujourd'hui, on a l'historique, on est capable aussi de négocier au mieux avec ses fournisseurs. On voit que mon concurrent vend à tel prix, moi je ne suis pas capable aujourd'hui de vendre à tel prix parce que lui, il le vend au prix où moi je l'achète. Bah, à un moment donné, ça va me permettre de négocier au mieux avec mes fournisseurs, par exemple. Donc, ça induit pas mal de choses. Et puis, l'ETP, donc du jour homme retrouvé, la valeur retrouvée, puisque les gens qui travaillaient pour moi sur cette problématique-là, je leur libère du temps. Et puis, bah, ce temps-là, ils vont pouvoir en faire autre chose. Notamment, si je suis une entreprise, bah, on va les mettre sur des tâches peut-être plus intéressantes. Donc, je retrouve de la valeur. Donc là, ça me permet, le crawling, le scrapping et l'IA, hein, de me positionner par rapport aux autres et en plus de ça, de récupérer de la valeur. Là, c'est un deuxième cas d'usage sur lequel on a intervenu pour un groupe de l'assurance. Et c'est toujours pareil. C'est que j'ai de la donnée, un petit peu de données, mais j'en veux beaucoup. Et puis derrière, je vais créer des modèles. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de savoir, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte très cher d'aller chercher un nouveau client. Ça coûte 7 fois moins cher. Peut-être que ça a changé, d'accord, mais ça c'était quand j'étais à l'école, on disait que ça coûtait 7 fois moins cher de garder le client, donc de le fidéliser. Mais on n'est pas loin. Donc ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser le client. Et en plus, mon client, lui, nous, non. Moi, je suis un ancien des telcos. Donc on parlait d'ARPU. On vous vend une offre. Ce qui nous intéresse, c'est de vous faire grossir le panier. Là, ce qu'on veut, c'est aussi faire grossir le panier. Donc c'est beaucoup plus facile parce que c'est mon client. Il y a un rapport privilégié avec lui. Donc nous, on nous a demandé d'identifier des clients qui avaient la possibilité d'avoir une deuxième voiture. Donc ça, c'est le cas d'usage. Ce qu'on nous donne en entrée, c'est un nom, un prénom, une adresse email, un âge et un code de profession. Un code de profession qui est lié à des informations INSEE.
Bah là, c'est qu'on n'a pas d'infos. On ne sait pas si les clients ont une deuxième voiture ou pas. On a des inputs clients qui sont un peu faibles et puis un échantillon faible. Donc on a des problématiques pour créer un modèle algorithmique. Donc comment on fait? Eh bien, pour ce client, on va chercher de la donnée un peu partout. Hein, sur Facebook, sur LinkedIn, de la donnée INSEE, OpenStreetMap, parce que derrière, dans cette donnée INSEE, elle nous donne des statistiques sur les gens qui ont une seconde voiture. On peut imaginer, on est à Paris, on a un couple, même si on a des enfants, on n'a pas forcément besoin de deux voitures. Par contre, si je suis en province, un peu loin de la ville, et que j'ai des enfants, bah, il faut les emmener à la crèche, à l'école, etc. Donc là-dessus, on a des données statistiques. Mais c'est des stats. Et puis, nous, on a une densité de population, on a des modèles, on a des data sources, ce que je parlais tout à l'heure, la smart data. Et là, en mergeant un peu tout ça, à travers la création de modèles algorithmiques, à travers du machine learning, on sort un modèle qui dit, bah voilà, tel client a deux voitures ou pas. Alors, c'est des statistiques, ça reste un score. Ça ne veut pas dire que l'information elle est forcément vraie. Mais par contre, elle se rapproche de la réalité. D'accord ? Et en plus, le modèle, il va apprendre au fur et à mesure qu'il va avoir des informations qui sont véridiques. Mais on part de rien pour créer quelque chose. Et tout de suite, on apporte de la valeur. Et dans ce cas d'usage, plus de 90% des données étaient à l'extérieur. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, moi, j'arrive à classifier en fonction d'une courbe des âges, d'un pourcentage client, etc., mes clients qui ont potentiellement deux voitures. Donc ici, si on prend ce cas d'usage, ben, quand vous appelez l'opérateur pour un problème, lui, tout de suite, dans son CRM, il va voir, le modèle va remonter et va dire potentiellement, ce client a deux voitures, la deuxième n'est pas chez vous, ça serait bien d'aller le chercher. Donc proposez-lui. Après, c'est l'imagination du marketeur de dire, voilà, si vous prenez une deuxième voiture, je vous fais une offre, je ne fais pas une offre, etc. À la rigueur, on lui fera un autre algorithme s'il veut. Hein. Donc ici, on adapte en fonction du CRM de l'assurance. On a une probabilité assez forte, et puis en plus qui va s'améliorer avec le temps, parce que c'est ça aussi. Les possesseurs d'une seconde voiture, bah, j'ai un gain de productivité au sein de mes équipes, j'ai un panel de vente beaucoup plus large, etc. Donc j'ai un ROI plus important. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour répondre à la problématique de comment optimiser son offre, d'accord, aux données dans un environnement concurrentiel, eh ben, l'intelligence artificielle nous permet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en préambule, d'améliorer la productivité, puisque j'ai du gain ETP sur un cas d'usage. J'ai aussi de l'amélioration de performance, je suis capable de vendre plus. C'est des sujets qui sont accessibles à tous les types d'entreprises, même les startups, même les jeunes entreprises qui cherchent à partir de rien. On en accompagne sur ces sujets-là. Ce n'est pas quelque chose de fermé, ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent. D'accord ? Par contre, c'est rentable assez vite. C'est au service des problématiques métiers. Hein. C'est un facilitateur et un gain de temps. D'accord ? Et ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, soyons avares sur le temps. Donc, à partir de là, on est capable effectivement d'optimiser les offres en créant de la valeur. D'accord ? Voilà un peu la présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez approfondir un petit peu ? All is clear.